Aujourd'hui, je vous propose de voir, ou du moins de revoir, une espèce de fourmi exceptionnelle. Si vous êtes ancien sur la chaîne, je vous ai déjà fait une courte présentation il y a maintenant quelques années. L'espèce sous nos yeux se nomme Mystrium camillei. C'est une espèce qu'on retrouvera en Asie, en Australie, bref, elle est assez étendue. On la verra que très rarement, en fait, même si vous vous promenez dans un lieu propice où on pourrait la trouver. C'est une espèce qui vit essentiellement sous terre. Elle va d'ailleurs chasser sous terre, se nourrir sous terre, bref, elle fait quasiment tout sous terre. Cependant, on pourra remarquer que sa taille n'est pas très grande, n'est pas très impressionnante, on est pour les plus grands individus sur 7-8 mm. On remarquera également qu'elles ont des mandibules extrêmement grandes, et c'est d'ailleurs une particularité qui fait surtout que cette espèce est très étudiée, si je puis dire, et qui interroge beaucoup, notamment les scientifiques en tout genre, parce que cette fourmi a des capacités surprenantes. Quand on la voit comme ça, elle paraît insignifiante. On ne se dirait pas que cette fourmi a probablement la plus haute vitesse de fermeture de mandibule, de sa mâchoire donc, sur Terre. En fait, elle a cette capacité de les fermer extrêmement vite, et sans pour autant engager énormément de force venant des mâchoires. Ce qui est fascinant. Je ne vais pas vous lire l'article scientifique pour vous relater tous les propos à leur sujet, je vous mettrai celui-ci en description. Ce sera nettement mieux expliqué que ce que je ne pourrais faire, ou alors il faudrait vraiment que j'écrive un texte pour vous faire du copier-coller, mais bon, ce n'est pas mon intérêt. Je vais pourtant vous raconter quelques petites histoires à son sujet. Elle est connue également, parfois on en parle comme Dracula Ant, fourmi vampire, parce que effectivement c'est une fourmi qui consomme ses propres larves. Donc c'est une sorte de cannibalisme, si je puis dire. Oui c'est ça, c'est un cannibalisme non destructeur en soi. C'est-à-dire que elles vont consommer une partie de l'hémolymphe des larves, donc sans pour autant les mener à la mort ou risquer que les larves soient mourantes ensuite. Elles vont continuer leur développement par la suite et devenir des ouvrières, ou potentiellement une princesse si c'était le cas, ou bref, vous avez compris l'histoire. C'est un peu comme les Stigmatoma reclinatum que je vous ai proposé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le même principe, elles se nourrissent sur leurs larves en nature essentiellement, également de petits arthropodes. Alors elles chassent, et effectivement on pourrait les comparer d'ailleurs à des Odontomachus, mais ce n'est pas le même système. Et d'ailleurs on n'a pas la même ouverture des mandibules, parce qu'on connaît Odontomachus justement, elles ouvrent extrêmement fort leurs mandibules, et ensuite c'est comme un ressort, bam, ça se ferme extrêmement vite. Ici d'ailleurs on a cette fermeture qui se produit, sauf que les mandibules se chevauchent un minimum et peuvent se fermer nettement plus fort, c'est-à-dire que chez Odontomachus, elles vont se claquer l'une l'autre. Ici non, elles vont se chevaucher et elles vont fermer avec une forte pression justement leur mâchoire et par conséquent les mandibules. Bref, ce n'est pas spécialement précis tout ce que je vous dis, je l'entends, peut-être que certains seront perdus un peu dans les explications, mais c'est vraiment une fourmi de fou. Sincèrement, pour mettre des mots simples, c'est complètement dingue. Alors vous le remarquerez, je l'ai pas dit, mais on voit la reine se balader à plusieurs reprises d'ailleurs. Là elles sont un peu perdues parce que vous le remarquerez peut-être, mais on ne voit pas spécialement leurs yeux, parce qu'effectivement ils sont tout petits, c'est des tout petits points noirs. Si vous regardez attentivement sur des plus gros zooms, on va s'en rendre compte. Et en fait c'est plutôt une fourmi qui est pratiquement totalement aveugle, donc elle est tellement habituée à vivre sous terre qu'effectivement ce n'est pas développé sa vision, loin de là. On suppose également, j'entends par là, toutes les personnes qui se sont portées sur l'étude de cette espèce, que leurs mandibules ne sont pas ouvertes comme Odontomachus, tout simplement parce qu'elles se déplacent dans des cavités sous terre qui sont certainement assez étroites, et par conséquent, c'est certainement issu de leur développement pour leur milieu de vie. C'est-à-dire que c'est nettement plus simple pour elles de se déplacer avec des mandibules de cette façon, qui sont déjà refermées et dans la continuité de leur corps, plutôt que d'ouvrir les mandibules comme on pourrait remarquer chez Odontomachus, d'ouvrir notamment leurs mandibules au maximum, ce qui fait que parfois ça élargit la largeur du corps, tout simplement. Et je pense, et je suis d'accord pour dire surtout que, effectivement, ce serait nettement plus compliqué dans des galeries sous terre de se déplacer en ouvrant grand les mandibules. Bref, c'est vraiment une folie cette espèce, alors ça coûte quand même assez cher en général, les Mystrium, je vais pas vous mentir. Moi personnellement,
à part si vous êtes un énorme fan et que vous voulez vraiment découvrir un peu tout ce qui est possible, avoir quelque chose hors du commun, ça peut être intéressant, mais autrement, c'est pas une espèce qui va vous régaler en termes d'observation. Là, elles sont dans un tube, donc on peut les observer assez facilement, on peut faire des gros plans dessus sans qu'elles ne soient enfuies, etc. Mais par la suite, le top serait justement d'utiliser, je ne sais pas moi, vous voyez un peu comme un système de pétri, ou même un e-sandwich avec de la terre directement. Je pense que ce serait peut-être encore le meilleur système pour elles, de voir qu'elles puissent faire leur galerie directement, qu'on puisse observer de cette façon. On n'aurait pas une belle vue dessus, mais je pense que c'est peut-être même encore la meilleure option. Maintenant, ce qui fonctionne très bien, sans rentrer dans ces détails-là aussi, j'ai envie de dire, vous leur proposez une aire de chasse avec substrat, cependant une faible couche parce que on va éviter qu'elles ne puissent creuser dedans, parce que sinon c'est terminé, votre colonie, vous ne la verrez plus, et vous leur mettez un tube bambou. Antoine précédemment, bon, pour ceux qui me demandent Antoine c'est qui, Antoine pour résumer c'est quelqu'un qui s'en sort vraiment bien avec énormément d'espèces, qui a déjà essayé énormément de choses, et qui connaît beaucoup de choses de par ses lectures, bref, et son expérience. Je vous précise parce que vous êtes beaucoup à me dire mais qui est Antoine, mais voilà, vous avez une réponse, et c'est surtout quelqu'un qui vit à 5 minutes de chez moi, donc c'est pour ça. Bref, donc j'échange beaucoup avec lui par conséquent. Et puis même, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris. Et donc, lui, il avait déjà une petite fondation de Mystrium, et le tube bambou s'est avéré être un excellent choix. C'est-à-dire qu'elles avaient, comme on le voit sur les images d'ailleurs, hein, ici elles marchent sur le verre, mais c'est moins évident. Vous l'avez remarqué quand elles tiraient la larve, ce n'est pas si simple pour elles de la tirer. Et quand on arrive sur le substrat, on voit que soudainement elle peut tirer la larve nettement plus facilement. Donc le tube bambou est un parfait compromis pour l'hygrométrie, notamment pour, je vais dire, le substrat qu'il détient déjà. Donc c'est nettement plus facile pour elle de se déplacer. Et au moins pour vous c'est pareil, hein, pas besoin de changer de tube quand il n'y a plus d'eau, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est un setup qui est totalement viable aussi, qui coûte pas cher. Donc voilà, je sais pas encore exactement sur quoi je vais partir, mais pour la vidéo il fallait que je vous fasse des images plutôt facilement, sans justement tout ce substrat qui pourrait être gênant. Alors profitez-en parce que on voit rarement des Mystrium comme ça, je vais pas vous mentir, hein. Généralement c'est enfui sous terre et on en voit une de temps en temps et c'est un peu galère. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous régaler, que leur petite histoire vous plaît également, parce que mine de rien, c'est vrai que c'est quand même une espèce exceptionnelle. Hein. Et voilà, hein, je pense avoir fait le tour sincèrement de l'espèce. Bon, quand il n'y a plus de couvain, admettons par exemple pour le transport, hein, par exemple c'est mon cas ici, on voit la larve bouge, donc elle réclame potentiellement de la nourriture. Quand il n'y a plus grand chose en termes de couvain, faut pas s'inquiéter réellement, parce que même si la colonie consomme effectivement les molymphes de leurs propres larves, elles vont également consommer ce qu'elles trouveront, c'est-à-dire que si elles n'ont pas le choix, elles vont consommer par exemple ici une blatte, du moins sans hémolymphe, pareil la larve va se nourrir directement sur la blatte, etc. Donc faut pas s'inquiéter. L'alimentation principale de mes Stigmatoma reclinatum, maintenant que j'ai un couvain énorme, reste tout de même les blattes ou les vers ou quoi que ce soit. Donc certes en nature je pense que leur façon de faire a pu être observé notamment sur leurs propres larves, ce qui est un fait, mais je ne pense pas que ce soit vraiment ce qu'elles font principalement, vous voyez. Maintenant ça reste à déterminer et je suis personne pour juger là-dessus, mais ce que je constate réellement en élevage en tout cas, c'est que vraiment aussi bien les fourmis, enfin les ouvrières que le couvain, tout le monde se nourrit un peu sur ce que je donne quoi. Personnellement je n'ai pas encore pu observer chez mes Stigmatoma reclinatum justement qu'elles consommaient une de leurs propres larves. Donc à ce moment-là, ce qu'elles font, c'est une petite incision, elles absorbent une petite quantité justement de l'hémolymphe et ensuite ça cicatrise, je pense par un procédé justement lié à l'espèce, je sais plus c'est quoi exactement, bref, je ne veux pas m'aventurer là-dedans, mais vous voyez un peu l'idée. Mais je n'ai pas encore eu cette chance d'observer cette méthode. Cependant, les voir s'alimenter directement sur une blatte ou un ver fraîchement tué, ça je l'ai déjà vu, et pour beaucoup de monde en soi. Alors ici chez Mystrium on a un peu de la chance parce que j'ai une reine, chez Stigmatoma par exemple j'en ai pas, ce n'est que c'est Gamergate. Mystrium camillae ça peut être totalement Gamergate aussi, donc on aurait pu ne pas avoir de reine et cependant avoir tout de même un individu capable de faire prospérer cette colonie. Donc voilà, c'est de petites informations supplémentaires, petites spéculations aussi, mais bref, je tenais à les faire tout de même.
Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, j'attends vos commentaires. J'espère qu'elle vous a plu en entendant. Et si ça vous régale, n'hésitez pas, un petit like au moins, ça aidera grandement la chaîne. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye.